Que représente Alain Delon? Vous allez sûrement me répondre un homme âgé faisant partie d'un passé trop lointain. Un homme prétentieux, ayant une haute opinion de lui-même, parlant de lui à la troisième personne. Un homme ayant incarné Jules César dans un Astérix. Un homme aux déclarations dures sur notre monde actuel, notre société, regrettant avec une profonde nostalgie un passé, des visages, des rencontres et des vies. Un homme qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui ne laisse pas indifférent. Ici, on essayait d'arrêter de pointer du doigt ses phrases, ses mots et ses manières. Essayer d'arrêter d'écouter des ragots dans des émissions poubelles, essayer de se dire que cet homme fait partie effectivement d'une France, d'une génération qui n'existe plus. Essayer d'arrêter de porter un jugement, tout de suite, sans connaître réellement la personne, sans aucune preuve véritable, et de se dire que oui, les générations changent, soit en bien, soit en mal, tout dépend de notre vision des choses. Car avec tout ça qui reste fatigant et inutile, nous avons peut-être oublié l'essence même de cet homme qui aimait son métier, qui l'a appris avec des réalisateurs de légende, qui a côtoyé et travaillé avec des monuments du cinéma. Il a été une vedette, il a été une star, il est devenu un mythe. Mais avant tout, il est un acteur. Le commissaire Mattei de la brigade criminelle est chargé de convoyer par le train Vogel, un détenu. Cependant, celui-ci s'enfuit en pleine nuit et demeure introuvable, malgré un important dispositif policier. Vogel ? Ouais, qu'est-ce que tu deviens? Bah et toi? Tu n'es pas au courant? Ah non. Je suis recherché. Évasion après arrestation. La fatalité. Des hommes qui attendent la mort en ayant un code de l'honneur qui est dépassé parce que le monde a changé. Des hommes vides qui n'ont pas de vie, pas de sentiments et sont seuls. Ce qui leur reste, c'est le rôle qu'ils ont dans le cercle. Ceux qui ont rendez-vous à l'intérieur de ce cercle ne manqueront pas de s'y retrouver pour y vivre ou pour y mourir. Melville signe une œuvre encore une fois dense, riche et un polar tragique. Il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants, non pas chez Melville, et heureusement. Les personnages sont des fantômes d'une époque lointaine. La mise en scène, la réalisation est juste parfaite. Cela va au-delà du simple film policier. Melville a réussi à aller plus loin. Tu es le seul à qui j'oserais proposer une affaire. Classique, sûr, sans risque, si elle est bien faite. Alain Delon y est encore magistral en héros melvillien, mais ses partenaires le sont tout autant. Yves Montand est juste incroyable en un homme qui vit avec ses démons, et son regard par moments dégage une terrible tristesse. Mais c'est surtout André Bourvil qui impressionne. Vous pensez qu'il va réussir? Il y arrivera. Pour une fois, le GB est intelligent. Plus connu pour ses rôles de comique, de gentil naïf également, il signe l'une, voire même sa meilleure performance. Une profonde mélancolie se dégage en lui. Un mois avant la sortie du film, ce grand monsieur décède d'un cancer. Il s'agit de son dernier film, et c'est une grande œuvre. Le jour est arrivé de tourner le dernier plan du film. Il a tenu à faire une blague. Il a dit à l'adjoint qu'il suivait. Et vous savez comment j'ai fait pour arriver à la solution de cette affaire? Eh bien, c'est tout simplement en appliquant la tactique du gendarme. C'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme. C'est d'être... Le film connaîtra un grand succès, et Jean-Pierre Melville a atteint son accomplissement artistique. Que peut-il faire après? Alain Delon, quant à lui, enchaîne avec Soleil Rouge, sorti en 1971, réalisé par Terence Young, réalisateur entre autres du premier James Bond. Dans ce western plutôt sympathique d'ailleurs, Alain Delon retrouve Charles Bronson, mais également donne la réplique à Ursula Andress et surtout à Toshiro Mifune, l'un des acteurs du chef-d'œuvre Les Sept Samouraïs. L'année suivante, il retrouve Romy Schneider pour le très bon L'assassinat de Trotsky et surtout il rencontre pour la première fois le réalisateur Joseph Losey. Alain Delon continue d'alterner films dits plus ambitieux et films dits plus commercial. Mais la même année, il va donner la réplique à l'une des plus grandes actrices du cinéma français. Après avoir joué avec Gabin, Ventura, Bourvil, Belmondo, Schneider, Montand, Alain Delon est face à Madame Simone Signoret. Jean vient de passer 5 années en prison pour meurtre. Désormais, il est libre et sans aucune attache. Il trouve refuge chez la veuve Couder, dite Tati, une vieille paysanne qui vit dans une ferme et qu'il a croisée dans un bus de campagne. Jean travaille pour elle et ils entretiennent une relation. On m'appelle la veuve Couder. Amour, désir, jalousie, envie, délation et enfin tragédie. Adapté du roman du même nom de Georges Simenon, le réalisateur Pierre Granier-Defer signe une œuvre dramatique où les pulsions sexuelles y sont abordées tout en étant d'une grande pudeur, car on ne voit rien. La réalisation y est efficace, mais ce que l'on retient de ce film, c'est bien évidemment ces deux acteurs. Alain Delon est parfait en homme qui a des fêlures, qui souhaite avant tout vivre libre, sur tous les plans. Est-ce qu'il aime cette veuve qui a également des fêlures, qui se bat contre sa propre famille, enfin la famille de son défunt mari?
Oui, à sa façon. Vous l'aimez bien, la veuve Coudet? Pourquoi tu me demandes ça? Elle est dure. Simone Signoret est tout simplement extraordinaire de vérité. Grâce à son regard, on comprend ce qu'elle a vécu, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, mais aussi on voit ses blessures, ses peurs, et l'amour qu'elle a encore en elle. Un duo à la fois tragique et beau. Un amour que les autres ne peuvent pas comprendre. D'ailleurs, ils ne comprennent jamais. Un film fort et un classique pour moi. Personne ne comprend rien. Personne ne comprend jamais. Le tandem Signoret-Delon se retrouveront 2 ans plus tard pour le film Les Granges Brûlées, réalisé par Jean Chapeau, un réalisateur trop timide, je dirais, qui abandonnera le tournage quasiment, et donc Alain Delon réalisera une partie du film, même s'il n'est pas crédité au générique. Un bon film qui fait très penser à un autre, sorti la même année, L'affaire Dominici avec Jean Gabin, car ils ont la même trame scénaristique. A noter que la personne qui incarne l'épouse du personnage de Delon dans Les Granges Brûlées est incarnée par Florence Moncorgé, la fille de Monsieur Gabin. Tout est lié. Alain Delon enchaîne comme à son habitude, et pour la première fois, il rencontre la comédienne Catherine Deneuve, mais surtout, il retrouve pour la dernière fois Jean-Pierre Melville. En hiver, dans une station balnéaire, une banque est dévalisée par une bande dont le cerveau est Simon, un ami du commissaire Coleman. L'argent doit servir à monnayer un important chargement de drogue. Le commissaire est informé de ce coup par Gabi, un indicateur. Oui? Où ça? On y va, je vous rappelle après. Après la quintessence, l'accomplissement, voici le testament. Melville signe à nouveau un polar. Sous une teinte froide bleue, le film aborde encore des ombres attendant la mort. Le criminel incarné par Richard Crenna, excellent d'ailleurs, aime les défis, les risques, il s'agit en quelque sorte d'un artiste dans son domaine. Mais ce qui intéresse surtout Melville, c'est le commissaire, le flic. Alain Delon est excellent et toujours habité par une profonde souffrance, une mélancolie. Mais en même temps, et cette fois-ci, il est par moments plus vivant que les autres, grâce à des gestes qu'il fait devant la mort, et plus encore. Ma tâche quotidienne commençait juste avant la nuit. Mais c'était beaucoup plus tard, quand la ville dormait, qu'il m'était vraiment donné de pouvoir l'accomplir. Le film peut paraître très, voire trop froid pour certains, et cela peut se comprendre. Mais il s'agit avant toute chose de pur cinéma qui va au-delà du simple divertissement, même si d'un autre côté, il y est. Bon, bah si tout va bien, on te foutra la paix. Le film ne connaîtra pas le succès attendu, en comparaison avec Le Cercle Rouge. Les critiques de l'époque ont trouvé le film vide. Même encore aujourd'hui, ce film est très peu cité dans l'œuvre du réalisateur, mais il s'agit pour moi d'un grand film, d'un grand polar, d'un classique, encore une fois. L'échec du film marquera profondément Jean-Pierre Melville. En 1973, il prépare son prochain film intitulé Contre-enquête, un film d'espionnage avec Yves Montand. Il meurt d'un AVC le 12 août 1973 dans les restaurants de l'hôtel PLM Saint-Jacques à Paris devant l'auteur, réalisateur et ami Philippe Labro. Il avait 55 ans. Le monde du cinéma perd l'un de ses plus grands, mais surtout Alain Delon perd l'un de ses maîtres. Une première page se tourne. En 1972, Alain Delon continue de prendre des risques, que ce soit en tant qu'acteur et en tant que producteur. Mais pas dans un film français, mais dans un film italien. Daniel Dominici remplace un professeur malade au lycée de Rimini. Bien que séparé de sa femme, il vit toujours avec elle. Riche et oisif, ses élèves l'ennuient, excepté Vanina, une jeune fille qui éveille son intérêt par la blessure secrète qu'il décèle en elle. Amour interdit, solitude, mal-être et bonheur. Jamais on n'aura vu Alain Delon aussi fragile et vulnérable. Il est un être perdu, dépressif, totalement seul dans un monde où il n'a pas trouvé sa place. Il est à la fois extraordinaire dans le rôle et à la fois terrifiant, car peut-être trop investi. Le recul ne se voit pas. Alain Delon et Daniel. Ti dispiace se aspetto con te? Ma lei non ha da fare. Ce professeur désespéré qui va être touché par Vanina, incarné par Sonia Petrovna, tout aussi impressionnante, qui elle aussi est désespérée, dépressive, et qui en a déjà trop vu, trop fait. Mais Daniel ne va pas s'intéresser à sa beauté, mais à ce qu'elle est vraiment. Ils vont se rencontrer, ils vont se rapprocher, ils vont s'aimer. Deux malheureux qui se sont trouvés, mais l'environnement, les gens qui entourent ce couple torturé, ne va pas les laisser tranquilles. Un film puissant, trop puissant même, un classique également, mais ne le regardez pas tous les jours. Il existe deux versions du film, la version producteur cut, donc celle de Delon, ayant subi beaucoup trop de coupes en retirant des éléments qui approfondissaient l'histoire et qui est sorti en 1972 en France. Il faudra attendre 2020 pour enfin découvrir la vraie version du film, la version complète donc, celle qu'il faut voir, où le titre original prend tout son sens. La prima notée des Coétés, la première nuit de tranquillité. Après ce rôle dramatique, Alain Delon surprend encore et tourne pour Alain Jossois,
Alain Jossuat est un réalisateur de grand talent avec un univers à part dans le cinéma français, faisant passer des messages, lançant des cris d'alarme avec le fantastique. On lui doit entre autres le très bon La vie à l'envers en 1966, Jeune massacre en 1967, le dérangeant par moments Les chiens en 1979, l'excellent et à la fois triste Paradis pour tous avec Monsieur Patrick Devers en 1982, entre autres. Alain Delon retrouve Annie Girardot pour un film particulier. Hélène Masson est proche de la dépression. Sur les conseils d'un ami, elle décide de se rendre dans un centre de soins de littoral atlantique, spécialisé dans les traitements rajeunissants. Là-bas, toute la haute société s'abandonne aux mains du docteur De Villiers, un étrange médecin, beau comme un astre, qui semble posséder la recette de la jeunesse éternelle. L'atmosphère du lieu, d'une fraternité affichée suspecte, éveille les doutes d'Hélène. J'ai une réservation au nom de Masson. Oppression. Alain Jossuat propose un thriller à la limite du fantastique, si on regarde en profondeur, très bien mené. Annie Girardot est encore une fois excellente et c'est elle qui porte le film, car oui, Alain Delon, qui est pour le coup inquiétant et par moments détestable, a le second rôle. Mais pas le rôle héroïque, loin de là. Ce n'est pas un classique, mais un bon film surprenant qu'il faut redécouvrir. Les vampires peuvent être partout. Après ce film, Delon enchaîne avec Big Guns, reprenant la figure du tueur à gages. Un film américain réalisé par Michael Winner, réalisateur entre autres d'Un justicier dans la ville, Scorpio, où Delon retrouve 10 ans après Le Guépard, Burt Lancaster. La race des seigneurs, film sur le milieu de la politique, réalisé par Pierre Granier de Fer, que je n'ai pas vu. Mais Alain Delon va terminer l'année 73 avec des retrouvailles. Des retrouvailles avec son modèle, et ce sera leur dernier film ensemble. Jean Gabin. Après 10 ans de prison, Gino est libéré et confié à un juge de tutelle, Germain Cazeneuve, qui devient son ami. Mais l'inspecteur Guatreau est décidé à faire plonger de nouveau l'ancien détenu. À propos de loi, il m'autorise à te garder à vue pendant 2 jours. Vide tes poches sur la table. Mais y a pas de raison. Mais si. Un réquisitoire contre la peine de mort, une réalisation sobre, montrant avec justesse la vie d'un homme qui tente tant bien que mal à reprendre une vie, à reconstruire sa vie. Monsieur Jean Gabin y est parfait, mais c'est surtout la performance d'Alain Delon qui marque le film. Il y est touchant, sincère, et les 10 dernières minutes du film sont d'une puissance émotionnelle même encore aujourd'hui. Un classique qui marque. Accusé, qu'avez-vous à ajouter pour votre défense? Rien. Alain Delon continue d'enchaîner les projets divers et variés. Il rencontre le réalisateur Georges Lautner pour Les Saintes Glaces en 1974, qui n'est pas sans rappeler un certain Basic Instinct avant l'heure. L'acteur surprend encore en incarnant Zorro en 1975, une œuvre sympathique, mais c'est surtout la raison de ce film qui est touchante. Alain Delon voulait faire plaisir à son fils, Anthony Delon. Il retrouve Jacques Deray dans le très bon Flick Story, adapté du roman autobiographique de Roger Borniche, où il est confronté à un Jean-Louis Trintignant excellent, et retrouve un certain Renato Salvatore, et enfin Le Gitan, réalisé par José Giovanni. Au même moment, son rival en quelque sorte frappe un gros coup. Jean-Paul Belmondo connaît un triomphe avec le film Peur sur la Vigne, réalisé par Henri Verneuil, avec 3 357 643 entrées en France, 3 millions en Italie, 1,15 million en Allemagne et a rapporté plus d'$1 million aux États-Unis. Et surtout, c'est à partir de ce film que M. Belmondo a trouvé son créneau. Les films à la Bébel qui mélangent humour, action, cascade, car le public en redemande. L'année 1976 commence et une immense page du cinéma italien et européen se tourne. Alain Delon perd l'un de ses maîtres. Luchino Visconti rejoint les étoiles de l'immortalité. Peu de temps après, l'acteur est à l'affiche de Comme un boomerang, retrouvant le réalisateur José Giovanni. Mais depuis quelques films, le succès n'est plus au rendez-vous, contrairement au Magnifique. Mais Alain Delon va reprendre encore des risques en tant que producteur et acteur. Après une première bonne collaboration, l'acteur retrouve Joseph Losey.